Passer à la partie oui. avec spoil. La partie avec spoil, c'est maintenant. Waouh, aucune idée si je ferai un effet. Ça vraiment dépendra parce que sinon c'était très de chelou. mon mood du Ok. Je mettrai un rouleau de paille, tu sais. Du coup, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans le scénar et après on pourra parler un petit peu de ce qu'on a pensé. Étape par étape. Okay. Vas-y, je te suis. Donc donc ce qu'on évoquait plus tôt, c'était que il y avait une donc le film commence tout simplement directement avec le décès. Les funérailles. D'abord le décès, même le décès de T'Challa puis ses funérailles. Donc on voit Shuri, donc sa sœur, qui fait tout pour essayer de le sauver et n'y arrive pas. Alors évidemment tout se passe hors champ. Il n'y a pas l'acteur qui est là, il n'y a pas un doubleur, il n'y a rien. C'est juste évoqué. Tant mieux, heureusement. Et c'est évidemment pensé pour respecter la mémoire de l'acteur et de sa famille et de ses proches, etc. Puis on a ces funérailles, puis on comprend que la nation du Wakanda est maintenant probablement fragilisée sur la scène internationale puisqu'ils n'ont plus de leader et que du coup il y a un risque que les autres nations, les États-Unis en tête, pourraient être tentés de s'accaparer le vibranium. Le vibranium qui est leur ressource principale, qui est d'ailleurs même leur seule ressource, si je ne dis pas de bêtises, qui leur assure une domination technologique sur le reste du monde. Peuple, et en fait très rapidement on découvre la nation donc de Talokan, donc qui vont attaquer des navires, enfin en tout cas des navires de recherche américains, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, qui vont du coup, sans le vouloir, se faire passer pour des Wakandais. Donc tout le monde est persuadé que c'est le Wakanda qui attaque, mais en fait, c'est la nation aux ordres de Namor qui veulent empêcher le peuple de la surface de s'accaparer les sources de vibranium qui se trouvent ailleurs qu'au Wakanda. Donc déjà première révélation, il y a du vibranium ailleurs qu'au Wakanda. Même les Wakandais étaient un peu choqués de cette nouvelle. Il y en a sous l'eau, il y en a un peu partout sur Terre finalement. Donc ça sera un enjeu peut-être pour les prochains films. En tout cas, il y en a. Oui, sûrement une conquête globale de plusieurs peuples. Il y en a dans le royaume de Talokan et ils n'ont pas envie. De la même manière que le Wakanda, ils n'ont pas envie que ce soit pillé par le peuple de la surface, en tout cas par l'Occident, on va dire. Sur cette première partie, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Déjà, de comprendre un petit peu comment fonctionne le peuple wakandais et les coutumes par rapport au deuil, de s'habiller tout en blanc, de les danses aussi, les musiques qui sont liées. Je pense que c'est intéressant aussi de pas juste être dans les faits fantastiques et de pas forcément tout de suite montrer de l'action, mais d'aller sur quelque chose d'un peu plus personnel et de tout de suite mettre une ambiance où certes et ça on le reverra dans le film malheureusement avec la reine, donc la mère de T'Challa, la mort est omniprésente dans ce film-là. On va quand même subir 2 pertes importantes. Pour moi, on resubit un petit peu la mort de Black Panther au tout début, comme tu disais, les toutes premières images du film, on est encore dedans, direct on est plongé, donc il n'y a pas une introduction en douceur. Ça c'est assez intéressant. Moi j'aime bien quand on n'est pas obligé de poser un cadre et qu'on rentre comme ça dans les personnages qui tout de suite ont cette sincérité sur le visage, comme ils ont réellement, je pense, formé une famille, qui étaient proches de l'acteur. Au niveau de l'acting, malheureusement, ça joue très très bien aussi. On sent les vraies larmes, on sent qu'il y a une perte dans tous dans tout le tournage, quoi. Et ça, je trouvais ça bien de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est le Wakanda, parce que finalement, certes, le vibranium, certes, c'est un paysage fantastique, mais on n'avait pas beaucoup plus d'infos sur ça. On voyait beaucoup de scènes avec le conseil, etc., des scènes d'action, mais peu sur le peuple et comment ils vivent. Et ça, finalement, on le voit pas mal dans le film. Et puis, il y a cet aspect aussi avec la reine qui va se représenter le Wakanda dans un conseil pour s'imposer. Une sorte de conseil de l'ONU ou un truc comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, et faire comprendre que le Wakanda est certes fragilisé, mais n'a pas encore baissé les bras. Et là, on a une interprétation de l'actrice qui est juste fantastique, qui pour moi est l'une des meilleures en fait femmes, parce qu'elle a une force incroyable. De maintenir son pays à bout de bras, sachant qu'elle a perdu son fils, et du coup d'aider aussi sa fille qui elle est d'autant plus fragilisée et qui a du mal à maîtriser ses émotions. Donc ça c'est vraiment fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé ces premières minutes. Alors cette scène, et ce que tu viens d'évoquer est très intéressant, parce que cette scène est très très forte. C'est-à-dire qu'elle fait un monologue qui est incroyable. De sincérité, très actuel aussi. Voilà, qui est très très cool. Par contre, je vais me permettre de jouer les troublions. On rentre pas à l'ONU avec des gardes armés.
Genre, oui, mais ils ont pas montré leur visage. Non, mais elle claque des doigts et il y a une escouade armée de son peuple qui entre dans le conseil de l'ONU avec des gars qu'ils ont capturés, donc avec des prisonniers de guerre, hein, finalement. C'est impossible. C'est qui? C'est des Français. Voilà. Et donc, alors, très intéressant. C'est en fait, effectivement, comme on accuse le Wakanda d'agresser l'Occident pour les empêcher enfin, à l'extérieur du Wakanda, eux-mêmes répliquent en expliquant que des militaires, et en l'occurrence, c'est des militaires français, se sont attaqués à une base avancée du Wakanda qui est dans un autre pays. Alors, je sais plus dans quel pays c'est. En Angola, je sais plus. D'ailleurs, on en parlera, mais il y a énormément de pays. Il y a ces plans. Donc, c'est dans un autre pays d'Afrique que le Wakanda a un endroit, j'imagine, qui doit fonctionner un peu comme une ambassade, qui a été attaqué par des soldats qu'on comprend être d'origine française, parce qu'ils parlent en français dans le film. Oui. Mais l'attaque échoue et ils sont présentés. Ils tombent dans une embuscade où il y a déjà les Wakandais qui sont là. Ils sont capturés et présentés devant l'ONU, on va appeler ça l'ONU, pour leur dire, bah voilà, en fait, non, c'est vous qui nous agressez. La preuve, on vous rend vos soldats, ils sont français. Qu'est-ce qu'ils avaient rien à faire là, quoi. D'ailleurs, je pense que dans un film comme ça, rien n'est laissé au hasard. Et je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont remarqué, mais du coup moi je l'ai vu et je ne pense pas surinterpréter le fait qu'il fasse mettre un genou à terre à tous les soldats français capturés. Je pense que ça va faire référence à l'incident qu'il y avait eu en 2020, donc avec le noir américain qui a été tué par un flic, donc George Floyd, et où du coup il y a eu un élan de sympathie à travers le monde. C'est ce que je voulais dire qui, aussi, pour manifester leur soutien, mettaient un genou à terre pour représenter du coup ces derniers instants. Et je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est aussi un témoignage de ça. C'est aussi un message. Je pense. Pour une raison très simple, c'est pas simplement le fait, à chaque fois que quelqu'un met un genou à terre, ça fait penser à ça. C'est juste que ils le font tous avec une chorégraphie exceptionnelle. C'est-à-dire que leur dit, ils amènent les soldats et genre comme si c'était concerté avant. Ok, on fait ça les gars. Ils sont tous dans la même position, le même genou par terre. Enfin, c'est trop chorégraphié et bien filmé pour que ce soit autre chose que ça. Et je trouve ça très cool. Oui, mais finalement tout le film est un message pour la communauté noire aussi. Et voilà. Et ça c'était au début. À partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, ok, donc il y en aura d'autres dans le film. J'espère que ce sera toujours bien fait, et pour le coup c'est le cas. Je trouve que c'est bien fait. Donc voilà, donc cette scène était très importante. Ça montre bien la détermination du peuple wakandais. Et du coup quelques messages, alors c'est peut-être un mot fort, mais des messages un peu politiques dans le film. Le film est politique à plein des aspects, sous plein des aspects, donc ça c'est une évidence, hein. Il y a pas ça parle de colonisation, enfin ça parle de plein de choses, donc ça il y a aucun problème à ce niveau-là. Et de même avec la rivalité entre le Wakanda et la nation j'ai oublié Talokan, c'est que finalement c'est des conflits qu'on peut vivre aussi nous à notre époque contemporaine et qui sont assez marquants parce que au final on revient un peu sur la scène du navire où ce soit les Talokans qui du coup attaquent et tuent en fait tout le bateau. Il y a une survivante, je crois, non même pas, elle part dans un hélicoptère et je crois que l'hélicoptère aussi, donc il y a que des morts et donc les Américains pensent que c'est un peuple et donc du coup le peuple eux-mêmes pensent que c'est un autre peuple. Finalement c'est un conflit sans fin et qui est assez pauvre en soi parce que moi je me dis ça part de ce navire là et je ne pensais pas que l'histoire allait découler de ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait je vais supposer que ça va découler du truc qu'on va évoquer là, pourquoi pas tout de suite, c'est cette histoire autour de cette fameuse scientifique qui a créé la machine, qui a fourni la machine à l'Amérique, qui permet aux Américains de détecter du vibranium. Donc c'est Riri Williams, donc joué par Dominique Thorne, qui n'a pas 18 ans, c'est pas possible. Ah non, alors là pour le coup, voilà. Non mais on a dit que le casting était exceptionnel, mais non, ce n'est absolument pas crédible. Non, là je suis désolée, mais je crois pas du tout. 19 ans, pardon. Elle est censée avoir 19 ans, elle en a 25 dans la vraie vie, je viens de vérifier. Et en fait, elle les fait tout simplement. C'est une très jolie femme, mais non, tu n'as pas 18-19 ans. C'est pas parce que tu mets un t-shirt et un jean, c'est ce que je suis tous les jours, et c'est pas pour ça que j'ai 19 ans. Non, là je n'y ai pas cru une seule seconde. Elle a pas les mimiques. Alors je veux bien qu'ils aient casté une personne plus âgée parce que comme elle est censée être plus que surdouée, on peut imaginer qu'elle a plus de maturité ou quoi, mais non, elle ne fait pas du tout. L'âge ne matche pas du tout. Non, moi non plus. Ça n'a pas marché pour moi. Voilà, ça n'a pas marché. Mais bon, bref, il y a cette scientifique et en fait, de ce que je comprends, effectivement, il y a l'histoire du bateau, mais j'ai l'impression que tout tourne autour d'elle. C'est-à-dire qu'en gros, Namor pénètre au Wakanda de façon complètement illégale, hein, évidemment. Il outrepasse le territoire wakandais et se présente à la reine, donc Ramonda et Shuri, en leur disant c'est moi qui ai attaqué le bateau, vous me connaissez pas, moi je vous connais et j'ai rien contre vous, par contre
je sais qui a créé une machine qui permet aux blancs, on va le dire comme ça, de piller une ressource qu'on a en commun. Donc si vous ne débrouillez pas pour que ouais, et lui il est un peu dans le discours aidez-moi ou sinon je vous tue quoi. Je vous considère comme notre ennemi et on va se mettre tout le monde à dos. Et donc du coup et lui il part du principe qu'il faut tuer tout de suite Riri Williams au lieu de comprendre donc, un peu qui elle est. Donc Shuri va en gros il y a une équipe, donc il y a Shuri et Okoye, donc c'est la garde du corps, la chef des Dora Milaje qui vont tout faire pour aller sauver cette jeune fille, en tout cas de sauver ce scientifique, parce qu'au début ils ne savent pas que c'est une jeune fille, ils pensent que c'est peut-être un prof ou quoi, mais en fait c'est une jeune fille, donc elles vont tout faire pour la protéger parce qu'elles sont persuadées que Namor va la tuer, donc ça va être un peu une course à qui va mettre la main sur la scientifique, sur Riri Williams en premier. Pour finalement avoir, je vais avancer un peu dans le scénario parce que sinon on va y rester encore longtemps, pour finalement avoir Shuri qui va se faire capturer avec donc Riri Williams, qui vont se retrouver dans Talokan. Ils vont découvrir un monde merveilleux. Juste avant, mais vite fait revenir sur une des premières scènes d'action, on va dire, avec ces trois femmes, donc avec Shuri, Riri Williams et Okoye. Il y a quand même un truc assez spécial dans ce film-là, en mettant en avant, je l'ai dit, des femmes, mais aussi des femmes dans des scènes d'action où ça a toujours été des hommes. Donc une femme, donc Shuri qui est sur une moto, Okoye qui est dans une voiture. Et Riri Williams, on comprend vite qu'en fait c'est la future Iron Heart et qui va du coup avoir une sorte de prototype robotique et qui va voler. Moi j'ai trouvé ça assez fantastique et assez bien pour les femmes et la communauté noire d'être représentée aussi en se disant moi aussi je peux être badass. Alors c'est ce que fait aussi Margot Robbie dernièrement avec ses films en essayant notamment dans le Bird of Prey de dire y a pas que des mecs qui peuvent se mettre sur des voitures en course poursuite etc. Mais là c'est aussi fait et c'était bien fait. Cette scène d'action pour moi franchement j'étais complètement dedans. Ça a été une bonne scène malgré le fait qu'elle soit filmée de nuit. Ça restait lisible, ça restait cool, contrairement au 1 où justement les scènes de nuit je trouve qu'elles étaient très mal filmées. Mais là c'était ok. Après c'est toujours la question de elles avaient pas de plan, mais à 3 avec 3 véhicules différents elles arrivent à se synchroniser à une perfection incroyable. Enfin c'est la magie du cinéma quoi. Je veux dire la vraie elles se seraient pris un arbre direct en sortant. Non mais elles sont dans des entrepôts qu'elles connaissent pas. Elles sont dans des entrepôts qu'elles connaissent pas, dans une ville qu'elles connaissent pas. C'est les facilités scénaristiques, ça on a l'habitude. Il fallait qu'elles s'échappent, donc voilà. Mais donc Shuri, oui, se fait enlever par Namor avec la scientifique. Voilà, donc ils vont découvrir le royaume de Talokan, qui est un royaume plutôt paisible, mais sur le pied de guerre, parce que pour eux le monde est un danger. Et ils vont presque sympathiser, mais le problème c'est que vu que tout le monde pense qu'elle a été vraiment kidnappée et qu'elle n'est pas partie de son plein gré. Schéma classique. Voilà, ils vont tenter un plan pour la faire évader en faisant appel à Nakia qui est partie vivre à Haïti. Oui. Et pareil, on parlait du deuil et que de chacun essaye de travailler le deuil. Elle est partie, on comprend pourquoi elle est partie aussi longtemps. Au début, on pense que c'est du déni. Au début, clairement, on se dit, elle est dans le déni, elle est, donc non, je ne peux pas, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas croire qu'il... Pas forcément le déni, elle a plutôt voulu se jeter complètement dans la douleur et donc du coup ne pas vivre avec les autres parce qu'elle n'arrivait pas à l'affronter aussi. Mais le fait qu'elle ne réponde pas quand on lui demande pourquoi n'était pas venu au funérailles, ça peut laisser entendre que en fait non, c'était j'assume pas quoi. Bref, ils vont lancer un plan d'attaque pour infiltrer le Talokan et libérer Shuri, ce qui va être considéré par Namor comme une agression. Sans rire. Et du coup, ça nous amène au grand final. Où, juste avant, sur l'origin story de Namor, qu'est-ce que t'en penses ? On va pouvoir en revenir, mais juste pour finir, et du coup à la fin, donc ça va amener un grand final où finalement Namor et toute son armée vont attaquer le Wakanda, qui eux aussi se préparent avec toute leur armée. Et beaucoup de morts pour rien. Et donc ils vont s'affronter pour au final se rendre compte que mais en fait on n'est pas si ennemis l'un de l'autre. Alors non, je suis désolée, mais j'ai une référence pour moi qui est parfaite et mon ami qui est avec moi est d'accord. Donc on a cette scène finale. Alors on a plusieurs scènes finales. On a toutes les équipes entre le Wakanda et les Talokan qui se battent, et puis après le duo de Shuri en Black Panther et de Namor qui se battent sur une plage isolée, parce que tu comprends, nous on a vraiment besoin de se battre à côté. Bref, ils combattent nanana, Shuri est à 2 doigts de le tuer avec une lance, et là
elle voit sa mère, Ramonda, et là en fait c'est Mufasa, n'oublie pas qui tu es. Mais c'est la phrase est vraiment n'oublie pas qui tu es. Il y a vraiment, c'est les vraies phrases de non mais du en Roi fait t'aurais pas pu avoir cette projection avant parce que quand tu vois sur le bateau là, sur le grand bateau, il y a ça de Talokan et ça de Wakanda. Donc en fait comme ton pote t'a dit, et ce mec là, donc je ne sais plus son nom, oui c'est le chef de clan des Jarabi. Qui est pour moi la caution humoristique qui fonctionne, qui marche, il est drôle. Oui, mais c'est un peu, moi ça m'a fait penser à Wong de Doctor Strange. Je trouve que c'est un peu ça, c'est genre le mec badass en mais qui fait des blagues. J'ai préféré cette caution humoristique que Riri Williams, qui elle aussi fait des blagues, mais que je trouve elle tombe à l'eau à chaque fois. En fait, alors que lui, à chaque fois il arrive au bon moment et ça match. Ça va. Et en plus on a envie de lui. Et puis il est intelligent parce que à la fin il veut épauler Shuri. Il a un peu c'est pas une brute épaisse en fait. C'est moins une brute épaisse que ce qu'on pourrait penser. Il est plus malléable. Et en fait, tu comprends qu'il a discuté avec T'Challa et qu'il a envie aussi d'épauler Shuri dans le fait qu'elle soit reine et qu'elle soit aussi une Black Panther. C'est ça. Et donc du coup, lui, il lui a prédit, il lui a dit, en gros, ça ne sert à rien, comme toutes les guerres finalement. Oui, c'est ça. Il lui dit clairement, il dit, et en plus lui il dit clairement, alors que c'est plutôt un mec plutôt agressif, il dit non, ça sert absolument à rien d'aller se battre. Les hommes vont mourir. Parce que on va mourir pour le Wakanda, mais ça va juste créer ce qu'on appelle communément la guerre, une vraie guerre. Une autre guerre, bien sûr. Et elle à ce moment-là, elle est un peu sous l'emprise. En fait, ça parle aussi de vengeance. Oui, donc elle est sous c'est la colère. C'est le côté obscur, hein, Star Wars, merci Star Wars, c'est Disney, hein, c'est la grande famille. La vengeance, la colère, l'agressivité, ça mène au côté obscur. C'est pour ça qu'elle voit Killmonger quand elle prend l'herbe de cœur, c'est parce que elle n'est pas comme son frère. Mais c'est intéressant parce que moi j'avais peur aussi qu'on mette Shuri parce qu'elle est jeune, c'est une jeune fille, dans cet aspect-là un peu mignon, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais déjà dans le 1, on voyait qu'elle était pas elle est un peu rebelle, girly, machin. Elle est un peu rebelle, mais comme en fait il y a cette partie avec Namor où elle découvre Talokan. Au moment de ce film-là, je me suis dit bon, elle va être un peu la médiatrice entre les deux et elle va faire le pont. Je m'étais vraiment dit ça, où je me suis dit ça va être Amanda qui va vouloir faire la guerre et donc ça va être elle qui va essayer de calmer le jeu, comme dans Roi Lion 2. J'ai les meilleurs rêves, je le sais. Regardez les 3, ça fonctionne. Et du coup, non, elle a cette colère et j'ai apprécié ça. Je trouvais que le parti pris était cool. Donc voilà, donc on a brossé un petit peu tout le film. Tu remarqueras que je n'ai absolument pas évoqué les scènes qui mettent en scène un acteur que j'adore, qui est Martin Freeman, qui est l'agent de. Ah oui, j'allais en parler parce que finalement c'est les scènes qui auraient pu être coupées. Ça fait partie de toutes les scènes où en fait et on retrouve la fille qu'on a dans la série. Qu'on voit dans Winter Soldier. Voilà, donc là qui est donc la chef de la CIA et qui va être une sorte de méchante qui va monter une équipe de super-héros maléfiques par la suite, etc. Mais donc ces scènes-là ne servent pas à grand-chose, ne font pas avancer l'histoire plus que ça. C'est juste on sait qu'en parallèle il se passe ça. Bon, ok. Donc voilà, maintenant que j'ai tout brossé, je vais juste revenir sur le point que moi j'ai trouvé le plus fatigant, c'est que voilà, le film s'appelle Black Panther Wakanda Forever. Elle met son costume au bout de 2 heures de film. C'est-à-dire que on l'a vu dans le trailer. On sait qu'elle sera Black Panther, on sait qu'elle mettra le costume, on sait qu'il peut y avoir une phase de c'est un costume trop lourd à porter parce que mon frère, blablabla. Mais 2 heures, c'est trop long. En fait, la scène d'action où même Riri Williams devient un peu scène Iron Heart, qui colle plutôt au costume qu'on a dans les comics, pour toi arrive trop tard. En fait, elle, on la voit déjà porter un proto-costume. On voit quand elle a son armure, justement, quand elle s'échappe, etc. On la voit porter une armure qui fait penser d'ailleurs à la première armure de Tony Stark, qui était bricolée un peu à l'arrache et tout. Je pense que la ref vient de là aussi. Ça, c'était très cool, mais ok, on dit, bon, ça y est, elle est déjà dans le perso, parce que Tony Stark, à partir du moment où il a fabriqué la première armure, il est Iron Man, tu vois. Sauf que là, il y a même pas une sorte de début de costume de Black Panther pendant tout le film. C'est genre, j'ai l'impression vraiment qu'ils étaient tellement écrasés par l'enjeu de rendre hommage au premier Black Panther que c'était repoussé vraiment à la toute fin, le plus loin qu'on peut, avant qu'elle mette le costume. Parce que il y a un côté un peu, à partir du moment où elle met le costume de Black Panther, elle a fait son deuil, tu vois. C'est genre, c'est bon, ça y est, mon frère s'est passé, tu vois. C'est un peu fini. Donc ça y est, j'ai mis le costume, donc c'est bon. Je pense encore à toi, frérot. Mais alors après, il y a pas que ça aussi. C'est parce que porter le costume n'est pas forcément facile parce que justement il n'avait plus cet herbe-cœur qui permettait. Alors oui. Et donc elle l'a récupéré parce qu'elle a passé du temps avec Namor qui lui a donné un bracelet
Et ce bracelet contenait une fibre qui permettait de recréer, en tout cas, l'herbe cœur. Oui, mais ça vient de là aussi. Oui, alors scénaristiquement, ça justifie que ça arrive aussi tard, mais d'un autre point de vue, on aurait pu très bien imaginer un scénario différent. Je vais pas proposer une idée de scénario là, mais on aurait pu imaginer que bien plus tôt, je sais pas, on peut imaginer qu'elle s'est déjà fabriqué un costume. Il y a suffisamment de technologie au Wakanda. Il y a suffisamment de technologie au Wakanda pour qu'elle puisse apporter un costume qui la renforce physiquement. Enfin, on aurait pu imaginer plein de façons qu'elle s'entraîne, tu vois, qu'on la voit s'entraîner avec le costume, de dire ah ouais, j'y arriverai jamais, enfin je sais pas, de donner l'impression qu'elle essaye, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que ça arrive bien trop tard. Voilà, au bout de 2 heures de film, qu'on voit Black Panther au bout de 2 heures de film, c'est beaucoup trop long. Donc il y a déjà ça, et de quoi pour moi c'est un des gros défauts du film. Et ensuite, on l'a déjà dit, mais c'est un cliché dans les comics. Donc, pour tous ceux qui ont lu des comics, c'est un cliché que quand 2 super-héros se rencontrent pour la première fois, il y ait un quiproquo qu'ils se mettent sur la tronche pour un peu résoudre le truc de qui serait le plus fort entre un tel et un tel. Hercule et Thor. Et en général, ça se termine par en fait on était copains en fait depuis le début. On a ça 1000 fois. On a Spider-Man qui se tape avec Captain America la première fois qu'ils se rencontrent ou avec Hulk pour qu'au final ils disent en fait on est copains. Et là évidemment qu'il fallait un prétexte pour qu'ils se rencontrent et qu'ils s'affrontent. Mais il y a aucune raison. Pour moi, c'est-à-dire que Namor leur dit si vous ne nous aidez pas à éliminer cette scientifique qui n'a rien à voir avec vous, vous serez notre ennemi. Bah non. Au pire, ils seront neutres. En fait, ce qui leur manquait, c'est juste un peu de discussion. Non mais comme souvent, tu vois. Mais non mais c'est un cliché dans les comics, mais dans le cinéma, enfin, je veux dire, les ficelles sont trop visibles. En fait, pour moi, c'est vraiment ce moment-là où elle s'apprête à le tuer et qu'elle a cette vision avec sa mère et qu'elle se remémore des choses et qu'elle attend vraiment le dernier moment. Ça arrive trop tard pour moi et ça arrive trop facilement tu vois, dans la construction du film. Sa stratégie pour battre Namor, c'est de le priver d'eau, ce qui est une bonne stratégie quand on affronte un personnage qui vit sous l'eau. Très intelligent et pour le mettre à terre, elle lui fait exploser des réacteurs de vaisseau à bout portant. En fait, il aurait dû mourir là. Elle a supposé qu'il était assez résistant pour tenir, pour qu'elle puisse après mettre le coup. Elle aurait dû mourir avec sa lance. Elle aurait dû mourir 10 fois. Elle aurait dû mourir 10 fois. Mais le truc, c'est que heureusement qu'il n'est pas mort de l'explosion à bout portant d'un réacteur de vaisseau. Parce que sinon, après, sa rédemption n'arriverait jamais et elle aurait tué de sang-froid un gars, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est facile sur cet aspect-là et en même temps, il y a de la nuance parce que donc Namor accepte de se soumettre au peuple wakandais. Oui, il le dit, mais après, il a une discussion avec une femme de son peuple et il y a une intelligence derrière. C'est-à-dire que oui, je me soumets. Mais de toute façon, moi, je cherche quand même la guerre, et c'est ça qui est bien avec ce personnage qui colle un peu au comics, c'est qu'il est toujours du côté un peu du mal ou du bien. Il est borderline en fait, mais finalement est dominé par. En fait, il est un peu un dieu pour son peuple, et c'est toute la mythologie précolombienne qui revient. C'est ça, qui tombe sur ça, et donc il y a ce côté. Notre revanche va arriver aussi autrement parce que une fois qu'ils vont être attaqués, on va être leur allié, on va pouvoir quand même taper des têtes, tu vois. En fait, et ça j'ai bien aimé. Oui, mais encore une fois, ils se plaignent que l'Occident pille leurs ressources et du coup ils s'attaquent au Wakanda, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais attaque l'Occident, c'est-à-dire oui, ils ont attaqué le bateau au début, d'accord, mais va envahir les États-Unis. C'est ce que je disais au début, ça n'a pas de. Et le truc ça manque de profondeur. Et le truc le plus surprenant, c'est que la première fois que Namor apparaît dans les comics, donc là je vais faire référence de vieux, mais c'est de là que ça vient, c'est que il s'en prend à New York et il crée une inondation dans New York. Ouais. C'est le tout début. C'est Namor, c'est un super méchant au début et il fait une inondation dans New York, il plonge la ville sous l'eau. Et en fait, il fait la même chose avec au Wakanda, il provoque un mini raz-de-marée. Oui. Sauf que encore une fois, c'est pas le Wakanda l'ennemi. C'est voilà. Et ça se termine en plus tragiquement, cette scène se termine tragiquement parce qu'il tue quasiment de sang-froid la mère de Shuri. Elle est noyée, elle est morte noyée, ouais. Et au final, ils font la paix et tout, mais en fait, combien de morts inutiles? En fait, le problème, c'est que c'est un peu entre guillemets un jeu d'enfant, c'est-à-dire que lui a engagé cette guerre et a commencé avec cette scène de la noyade du Wakanda jusqu'à ce que la reine meure, parce que au moment où Nakia, donc c'est Nakia qui a sauvé Shuri, a tué aussi deux des gardiennes.
2 gardiennes. Et donc, apparemment, une des 2 gardiennes, c'était sa best friend forever. Ouais. Et donc, il est très attristé. Et donc, on revient un peu sur sur ce dieu, sur cette mythologie et sur, voilà, je dois porter mon peuple et j'ai une colère en moi et donc je dois l'exulter. Et donc, alors, je vais me venger. Et alors, pour 2 gardiennes mortes, je vais tuer tout le Wakanda, quoi. Je sais. Et tuer de sang-froid aussi, il se met face à Ramonda et il balance des bombes à la tronche. Il lui balance plusieurs bombes d'eau jusqu'à ce qu'elle noie. Elle va du coup protéger d'abord Riri Williams, l'écarter, la considérer un peu comme son enfant. Pour moi ça passe parce qu'elle est petite et parce que tu l'as eu de plan avec toi, c'est ton enfant. C'est un peu ça, ouais. Mais voilà, en vrai voilà, à part ces choses qui sont, c'est pas non plus des incohérences, mais c'est des trucs qui nous embêtent un petit peu quand on a lu des comics ou même vu des films. C'est-à-dire que voilà, il y a cette facilité-là. Vous voulez voir les 2 peuples s'affronter, bon bah on va trouver une raison un peu bidon et ils vont s'affronter quoi, globalement. Après, la manière dont ils s'affrontent, les plans sont quand même très beaux. Voilà, il y a certaines scènes d'action dans le bateau où t'as toutes les guerrières wakandaises, elles descendent. La caméra qui est renversée sur le côté, parce qu'en fait, effectivement, le Wakanda arrive avec un bateau, genre bateau forteresse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un bateau blindé, genre un paquebot énorme, vraiment comme une forteresse, quoi. Et donc les Talokan arrivent et le prennent à l'abordage, quoi, vraiment comme des pirates. Ils jettent ils grimpent sur la façade du navire. Et du coup, l'armée wakandaise qui avait prévu le coup, a priori, envoie leurs soldats en rappel sur la paroi pour aller affronter les Talokan. Et puis c'est tellement bien pensé parce que c'est les femmes qui descendent au Gora et c'est les hommes du clan Jarabi qui les tiennent en fait. C'est des scènes un peu marquantes pour moi. Alors effectivement, mais pour le coup, c'est contrairement à la scène de fin de Avenger Infinity, de Endgame, où on avait cette scène nulle où il y avait toutes les femmes qui se réunissaient sur le champ de bataille et que ça se voyait que c'était fait pour. Et ben en fait là, ça tout a son sens, c'est-à-dire que on sait que les femmes, chacun a son rôle en fait. Les Dora Milaje, c'est les plus fortes. C'est pas parce que ce sont des femmes que ce sont les plus fortes, mais ce sont les plus fortes, donc c'est normal qu'elles soient en première ligne. Le clan des montagnes là, ils sont les Jarabi sont aussi des guerriers valeureux, mais on va dire qu'ils sont un peu plus bourrins. Donc on leur file le rôle de vous utilisez vos muscles pour aider celles qui savent se battre. Et c'est pas parce que c'est forcément des hommes ou pas. C'est très naturel. Et en fait quand tu le vois, c'est pas appuyé par une blague, c'est pas, y a pas un truc du genre, mais t'as pris du poids, machin, non, heureusement qu'il y a pas ce genre de blague, et du coup, c'est naturel, c'est ok, et c'est tout à fait cohérent, c'est crédible, ça fonctionne, y a pas de, voilà. Par contre, et je trouve aussi normal, et heureusement ça m'a fait aussi plaisir, je trouvais normal que la domination, même alors que le combat c'est un combat naval, qu'au final c'est effectivement le peuple Talokan qui est qui est l'avantage. Je m'attendais à un truc un peu bidon du genre qu'en fait grâce à pouvoir de l'amour et de l'amitié le Wakanda prenne l'ascendant, mais en fait non, et heureusement et donc c'était plutôt pertinent. Il y a un autre combat aussi qui met en avant un des chefs guerriers Talokan. Qui a pas de nom d'ailleurs, c'est un chef un peu fort. Ils ont pas d'autres noms à part Namor, il y a pas d'autres identifications. On voit Namora, sinon ils sont pas trop personnifiés. On en voit un qui est assez stylé, qui se bat contre Okoye du coup sur le. C'est ça, c'est celui-ci sur le pont, juste à la fin de la course. Ils ont 2 combats et je trouve ça super bien qu'il y a d'autres perceptions de combat, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste Shuri vs Namor et qu'on a aussi cette dynamique là. Dans le premier combat où ils se battent sur la terre quand ils veulent récupérer Riri Williams, c'est hyper bien fait parce qu'il n'y a pas de musique, il y a du silence et donc t'entends les points et en fait il y a des coups qui sont violents où tu t'inquiètes en fait pour Okoye, parce que tu te dis là elle est en danger réellement, là elle a vraiment trouvé un adversaire à sa taille, voire même plus fort que, moi je pense qu'il est plus fort, techniquement il est au-dessus et donc du coup il y a une sorte de revanche avec cet autre combat où elle porte un nouveau costume que je trouve qu'il lui va pas du tout. Ils sont très moches. Le chara-design des costumes, des combinaisons. J'aime pas. Elle a des trucs sur la tête. Les combinaisons qui sont créées. D'ailleurs, il y a beaucoup de blagues autour de ça dans le film. Mais c'est vraiment, le design est vraiment moche. C'est pas joli, c'est pas joli. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est pas très beau. Le costume, le design est pas très joli. Mais bon, Mais j'ai bien aimé ces séquences. Je trouve que ce personnage est toujours aussi fort et impactant. Mais par contre, son costume, j'ai vraiment pas apprécié. Ouais. Mais voilà. Et
en vrai, il y a encore, pour le coup, il y a des petites incohérences. Alors attention, hein, là on pointe les trucs qu'on n'a pas aimé, mais vraiment le film est vraiment le film cool. est très très bien. Le film est vraiment cool, mais je vais juste en pointer deux que je trouve un peu embêtantes. C'est qu'il y a tout ce truc où ils découvrent quand ils arrivent sur le campus pour sauver le mystérieux scientifique à l'origine du détecteur de vibranium, et qu'ils se rendent compte que c'est une jeune fille qui a en plus fabriqué une armure d'Iron Man dans son hangar, et qui lui disent mais attends, mais t'es sûr que ton truc il vole? Le Wakanda est super avancé technologiquement. Ils sont moins fermés au monde qu'on ne le pense, puisqu'ils connaissent tout du monde. Voilà, ils sont pas du tout arriérés ni quoi que ce soit. Et Riri leur dit, mais il y a une chaîne YouTube où il y a que des vidéos de moi qui volent dans le ciel. C'est pas possible que ces vidéos fassent pas des milliards de vues. Et c'est pas possible qu'elles n'en soient pas au courant qu'il y a une jeune fille qui est en armure qui vole. C'est pas possible. Et elles ont l'air de débarquer genre, ah bon, mais non, il y a quelqu'un d'autre qui porte une armure et qui vole. Donc déjà, ça m'a un peu embêté qu'elle le sache pas. Alors qu'en plus, au début, à un moment dans le film, elles disent, alors regardez, ces pauvres Américains, ils utilisent des iPhones, il y a pas plus arriéré, alors qu'eux, ils ont leurs bracelets connectés, je sais pas quoi. Non mais d'accord, ok. Donc si vous n'avez pas YouTube, c'est qu'il y a. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu faire ce. Donc il y a ça. Et à la fin, ils ont fait du fan service spécial pour les lecteurs de comics. Donc c'est assez rare. Donc je considère comme les fans lecteurs de comics avant des films. Le cri de guerre de Namor. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font. Rex. Donc Namor lâche un Imperius Rex en même temps que Shuri lâche un Wakanda Forever. Alors. Très bien. Donc il y a pour la petite anecdote dans le cinéma, il y a une personne qui a gueulé à ce moment-là pour l'Imperius Rex, qui a dit personne qui a applaudi. Il y a un gars qui a compris la référence, contrairement à tous les gens qui hurlaient à chaque fois que Wakanda Forever était prononcé. Sauf que c'est cool de l'entendre dire Imperius Rex, c'est du latin. Si le peuple était bien Atlante et le coup l'Atlantis, les Grèces, ça marcherait, ça peut être en latin, il y a pas de problème. C'est pas normal qu'ils parlent latin alors que c'est un peuple précolombien. Alors ils n'allaient pas traduire Imperius Rex. Sa mère était latine. Non mais oui, mais non sa mère était de la tribu. Justement, toute la partie origin story, pour moi, c'était les plans qu'on aurait dû enlever. C'était long. Mais bref, en vrai, du coup, il aurait pu avoir la même phrase, mais en langue aztèque, en tout cas en langue précolombienne, mais du coup, ça n'aurait pas été compris par le public, et par le gars dans le public qui a compris. Du coup, sa phrase ne peut techniquement pas être Imperius Rex, qui est du latin, alors qu'il n'a jamais mis les pieds par là-bas, quoi, en Méditerranée. Donc là pour le coup ça n'a vraiment pas de sens. C'est vrai. Et même si son origin story est très longue, quand il raconte par flashback comment son peuple a vécu la colonisation espagnole, comment ils ont dû aller se planquer sous l'eau en découvrant sa naissance à lui, et puis au moment où il dit que c'est un mutant. Voilà. Et alors effectivement il lâche le mot en M. Attention, le mot mutant. Ça a crié de partout. Le mot mutant a été prononcé, et effectivement il n'avait pas vraiment d'autre choix que d'utiliser ce terme, puisque il fallait bien qu'il justifie le fait que c'est le seul de son peuple qui puisse voler, qui a une espérance de vie complètement dingue, il a plusieurs, qui a une peau blanche qui est par pas rapport à la peau bleue que ça, et qui a une super force, qui est vraiment au-dessus par rapport à son peuple. Les oreilles pointues aussi. Voilà, donc c'est clairement il dit pas je suis un mutant dans le sens et il y a d'autres mutants, mais c'est pour dire voilà, il a muté, quoi. Il y a une mutation factuelle par rapport aux autres, tout simplement parce que lui il a été exposé à la fleur in utero, tout simplement. D'ailleurs, ça ouvre une autre question, c'est que si au Wakanda il y avait autant de fleurs avant, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu d'autres mutants là-bas, parce que s'ils sont en contact du vibranium, vu qu'ils sont en contact du vibranium depuis des millénaires au Wakanda, ils sont peut-être habitués maintenant. Oui, non mais d'accord, mais il y a bien au moins une personne qui en a absorbé in utero, quoi. Mais bon, à la limite, ça c'est pas dramatique. Peut-être que ça marche pas sur tout le monde. Mais même si ça apporte de l'épaisseur au personnage, je trouve qu'il jouait déjà tellement bien le mec vénère pendant tout le film qu'il n'y avait pas besoin d'avoir en plus son background pour justifier qu'il soit en colère, quoi. Mais c'est quelque chose d'assez classique, ça, de réexpliquer, de remettre un contexte sur. Non, ils avaient déjà fait ça dans le premier avec le personnage de Killmonger, incarné par Michael B. Jordan, où c'était on va le revoir petit, finalement, en galère. Quand je suis en train de réfléchir, il y a pas mal de schémas qui se répètent entre le 1 et le 2, bien sûr, mais c'est pas surprenant, mais à la différence que là le combat n'est pas à mort. Voilà, c'est ça s'arrête à ça, et du coup voilà, moi je trouve encore une fois que ce film est vraiment cool malgré les petits défauts qu'il a. Là franchement, il est vraiment très cool. On va peut-être finir du coup avec la scène, il y a tellement de trucs à dire, et on va finir sur la scène de fin, parce que c'est la scène que tout le monde attend toujours maintenant.
non, donc il y a qui arrive tout de suite. Il faut pas attendre le générique. Il n'y a qu'une seule scène post-générique qui, pour moi, n'a aucun sens d'être après le générique. C'est-à-dire qu'il y a 20 secondes de générique, puis cette scène. Ouais. Pourquoi vous la mettez pas juste après? Mettez-la juste avant. Enfin, ouais, je suis d'accord. Je sais pas c'est quoi le cahier des charges de il faut que ce soit post-générique. Là, ça n'a aucun intérêt. Peut-être. Parce qu'en fait, le film se termine sur Shuri qui est sur la plage à Haïti, qui donc est venue voir Nakia, voilà. Et ça se termine sur elle qui brûle du coup sa tenue de deuil. Donc ça y est, elle a vraiment fait le deuil de la mort de son frère et elle va mieux. Et de sa mère surtout. Et de sa mère aussi. C'est la deuxième fois qu'elle est en deuil dans le film, donc c'est. Non, mais elle n'avait pas brûlé sa tenue avec Ramonda, donc pour moi, elle a fait le deuil des deux, tu vois. Donc c'est ça. Et donc scène post-générique, Nakia la rejoint près du feu sur la plage avec en tenant la main d'un petit garçon qui s'avère être du coup son fils, donc le fils qu'elle a eu avec T'Challa. Son départ et sa vie à Haïti pendant 6 ans, en fait elle a élevé son enfant elle loin explique de que c'est T'Challa qui lui a dit en fait va te planquer, moi si je meurs va te planquer et reste tranquille quoi. Donc T'Challa a connu son fils. A priori oui, en tout cas parce que T'Challa est mort il y a 1 an et le petit a 6 ans. Il l'a forcément vu, je pense. Il a forcément dû connaître son père, je pense. C'est ça, parce que j'ai un peu du mal avec la chronologie. Voilà, donc rien ne dit. Ça ne laisse présupposer de rien. Ça veut rien dire du tout. Ok. En fait, moi, tout ce que je vois là, c'est un énième hommage à l'acteur pour dire, et donc pas à l'acteur, mais du coup au personnage de Black Panther pour dire. Son âme, sa aventure continue, son âme perdure, à travers sa sœur d'un côté qui sera le personnage et un autre qui a son sang tout simplement et qui porte le même nom qui s'appelle T'Challa. Oui, parce qu'il lui dit au début il se présente, Nakia lui dit qu'il s'appelle Toussaint. Oui. Et après la phrase de fin, non en fait mon nom n'est pas vraiment Toussaint, mais mon vrai nom est qu'est-ce qu'il dit exactement? Je suis le fils de T'Challa. Voilà. Quoi, et donc voilà, c'est une sorte de je suis la descendance. L'aventure ne se finit pas avec la mort du roi et donc du coup on a cette alors moi ça m'amène un dernier problème et je suis désolé mais je vais faire le relou mais techniquement s'il y a un T'Challa Junior je suis désolé Shuri peut pas être reine et d'ailleurs tout le film on l'appelle princesse mais c'est le premier truc que j'ai pensé, j'étais en mode t'étais reine pour moi c'est ça. J'étais en mode tant pis. Donc il suffit qu'elle n'en parle pas au Wakanda, c'est bon et elle pourra après c'est Nakia qui va décider parce que c'est son fils, elle va mais voilà donc en gros il n'y a pas d'autres scènes post-génériques, donc aucune connexion avec d'autres films Marvel. Tant mieux. Je vais juste me permettre, j'ai vu 2 Easter eggs, il doit y en avoir 1 milliard de plus et vous n'hésitez pas à dire en commentaire si vous en avez repéré d'autres en prévenant que si c'est un spoil, mais quand il y a 2 JT, un moment qui passe, il y a 2 news qui passent à la télé. Ouais. On voit 2 bandeaux passer en bas. Il y en a un premier où on voit qu'il y a Scott Lang, donc Ant-Man, qui dédicace un bouquin. Donc a priori, il a sorti un bouquin et il fait une tournée de dédicace de son bouquin. On voit ça et il y a une deuxième, dans le deuxième JT. Alors celui-là, je l'avais bien retenu. Je crois que le deuxième JT. Alors là, j'ai un gros doute. On a vu le film déjà il y a 2 jours, donc j'ai un petit doute, mais je crois que la référence est à Thor. Je crois qu'il y a une histoire où on voit marqué Asgard 2 quoi. Enfin il y a finalement c'est assez cohérent parce que ça te tease les prochains films, en tout cas j'ai pas eu le temps de lire j'ai pas eu le temps de lire le bandeau qui passe parce que ça passe très vite et en même temps il se passe des trucs à l'écran et tout, mais j'ai juste dites-nous vous en commentaire si vous avez perçu un peu ces 2 easter eggs. J'ai vu, il y avait marqué Scott Lang dédicace son bouquin, j'ai oublié le nom du bouquin mais il sort un bouquin, voilà tout simplement. Donc est-ce que le film se passe avant ou après Quantumania, je sais pas, mais je pense que ça se passe avant. Je pense que ça se passe avant, oui. Bref voilà, le film est vraiment cool, on vous conseille évidemment de le voir. Si vous voyez cette vidéo, a priori c'est que vous avez déjà vu le film. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous ce que vous attendez de la suite, ce que vous attendez de la phase 5 du coup, qui commencera en 2023. Alors on a un autre film là pour Noël qui va être un film autour des Gardiens de la Galaxie qui va sortir sur Disney+. Donc je sais pas trop si lui il va rentrer dans la phase 4 ou la phase 5. Mais bon, ça va être un film un peu feel good pour les fêtes. Donc voilà, vraiment mais ouais. Vraiment une bonne surprise. Moi je pensais que j'allais un peu m'ennuyer, mais en fait à part les longueurs du film, je trouve que le film tient ses promesses. Non, très bonne surprise. J'y pense là, je n'ai pas du tout concerté Jimmy avant, mais on pourrait peut-être faire, si le temps nous le permet, un live de fin d'année pour un peu parler de cette phase 4 et de nos attentes pour la fin de 5. Voilà, selon nos dispos, si ça vous intéresse. Voilà, faire un live sur YouTube, enfin on verra sur quelle plateforme, mais faire un live YouTube, ça peut être sympa. Et puis de toute façon, nous, côté film, on va se retrouver sur
clairement pour Ant-Man. Je pense que le prochain film, c'est Ant-Man. Il faudra revoir le calendrier. C'est ça. Après, tout dépend. Si vous avez envie d'avoir une vidéo débrief sur, par exemple, Avatar qui sort à la fin de l'année, notamment. Oui, parce qu'il y a je aussi sais que toi, t'es très fan. J'aime Avatar, et en plus, ils ont sorti les comics sur l'univers d'Avatar. Donc, sans être un archi fan de la franchise, c'est quand même un événement. C'est quand même un événement, donc si vous avez envie qu'on en parle, dites-nous et on fera l'effort de faire une vidéo débrief sur Avatar, la voix de l'eau. En attendant, portez-vous bien, continuez à aller voir des films au cinéma, ça fait toujours plaisir. Et lire des comics et en acheter chez nous. Et oui, évidemment, là on vous a mis en avant, ça c'est les sorties du jour, donc c'est les sorties de cette semaine qui collent avec l'actu évidemment ciné et qui sont de très bonne qualité. Donc on a du Black Panther et du Namor évidemment. Si vous n'avez jamais lu du Black Panther et du Namor, c'est vraiment l'occasion. Il y a de très bons titres qui sont sortis. On va vous faire aussi une vidéo critique sur ces livres. Comics, Passez nous voir au magasin, dites-nous ce que vous en avez pensé et partagez cette vidéo avec vos proches et avec ceux qui même pas que vos proches, à tout le monde. Mais voilà, diffusez notre bonne parole à travers le monde. On vous embrasse, à bientôt. Merci Alexandra. Merci à toi. Et à la prochaine. Ciao.